en ce jour. Néanmoins, j'en profite pour quand même vous délivrer mon message concernant les algues qui fournissent un matériau du futur, durable, responsable et avec des propriétés incroyables pour dessiner pour une nouvelle industrie de la mode, pour fournir des ressources un peu plus durables que ne le sont le coton ou les matériaux synthétiques, comme on va le voir. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je ne viens ni de la mode ni des algues. J'ai 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, ayant travaillé en Afrique notamment et une vingtaine d'années, puis dans l'agroalimentaire à travers le monde, dans les chaînes de valeur. J'ai passé une bonne partie de mon temps à chercher comment nourrir le monde de demain, sachant qu'on a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui meurent de faim, qu'on a 300 000 personnes tous les jours en plus à nourrir et à habiller sur Terre et qu'on a un peu épuisé toutes les ressources terrestres pour le faire. En termes de calories, si pour donner un éclairage global sur les algues, quand même, dans les 50 ans à venir, il faut savoir qu'on aura à produire autant de calories que dans les 10 000 années passées, alors que les rendements n'augmentent plus de nos terres pour tout ce qui est des grandes céréales. Donc on a un vrai problème là-dessus, il va falloir trouver de nouvelles solutions pour nourrir les hommes comme pour les habiller. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Et en ce sens, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Révolution des algues. Vous voyez ici quelques algues illustrées par ma fille, d'ailleurs, qui sont les dessins du livre. Donc La Révolution des algues, paru aux éditions des Équateurs, qui a reçu un très bel accueil et qui évolue très bien aujourd'hui. Ce qui montre un peu l'intérêt pour ces nouvelles solutions pour répondre aux grands défis de notre génération. Les algues sont sans doute en général la plus grande ressource inexplorée et inexploitée au monde. Et pourtant, elles répondent à vraiment un ensemble de questions absolument essentielles pour le monde de demain. Donc voilà, pourquoi la révolution des algues? Parce que cette révolution, elle a déjà commencé, mais seulement en Asie. C'est-à-dire que la révolution verte, elle a eu lieu il y a 12 000 ans, quand on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs et qu'on est devenu des cultivateurs. On est sorti alors de la préhistoire pour rentrer dans l'histoire moderne, la civilisation. La civilisation, c'est la gestion de notre écosystème sur Terre, dans le croissant fertile en Mésopotamie, etc. Cette rupture civilisationnelle n'a jamais eu lieu avec les océans, ou pas encore, ou elle a juste démarré, comme on le voit ici en Asie, il y a une cinquantaine d'années, mais seulement en Asie. Aujourd'hui, 99% de la production des algues vient de la culture des algues et de la production des algues vient d'Asie. La France, qui a le plus grand territoire maritime au monde, elle représente 0,1% de la production d'algues, donc absolument rien, et 99% de ces 0,1%, ce sont encore de la cueillette d'algues sauvages sur les littoraux, ce qui en plus met en danger la ressource. Donc on n'est vraiment pas encore passé à ce stade de cultivateur. Alors on a déjà commencé avec un peu d'aquaculture, vous allez me dire, mais on l'a fait d'une façon un peu bizarre, dans le sens où on a commencé par le plus haut niveau trophique, donc par les saumons, par exemple. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, alors on n'a pas assez de ressources terrestres et on épuise les ressources de la pêche, donc on va développer l'aquaculture, mais comme on n'a rien développé en dessous, on n'a pas développé les premiers maillons de la chaîne, on s'est retrouvé à devoir nourrir nos poissons de l'aquaculture avec des ressources de la terre et des ressources de la pêche. Donc on n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire. Donc vraiment, si on veut fournir au monde de demain une solution basée sur les océans, il faut apprendre le premier niveau trophique, il faut apprendre à reproduire et cultiver le premier niveau trophique, le premier maillon de la chaîne, que sont les algues. Les algues, elles vont nourrir le phytoplancton, elles vont nourrir les bivalves, elles vont nourrir les huîtres, les moules, les petits poissons, qui vont eux-mêmes nourrir les gros poissons et le reste de la chaîne. Donc on a vraiment une espèce de permaculture en mer qui est fondée sur les algues. Et tant qu'on ne maîtrise pas les algues, on sera dans un processus purement extractif avec l'océan et très peu productif aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors qu'on le rappelle encore une fois, on a 1 milliard de personnes qui meurent de faim dans le monde. 70% de la planète est couverte par des océans qui contribuent à seulement 2% de notre alimentation en calories. Donc on a vraiment un potentiel de croissance absolument énorme. Sans doute que si des extraterrestres débarquaient aujourd'hui sur notre planète, ils se demanderaient un peu ce qu'on a fait pour surexploiter complètement 30% de notre planète et laisser à l'abandon et considérer comme une déchetterie les 70% qui restent sans essayer de s'y intéresser. Donc tout est à faire dans l'océan.
Alors, on va revenir sur les algues comme matériaux du futur pour la mode, évidemment, mais je voudrais quand même présenter un peu le potentiel général des algues, qui est loin de représenter uniquement une solution pour la nourriture ou une solution pour la mode. Il y a un potentiel bien plus grand, donc là, on le voit encore une fois que la culture des algues a démarré. Aujourd'hui, c'est 35 millions de tonnes, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, ça existe déjà en Asie, 35 millions de tonnes par an. 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10% de croissance par an, 8 millions de personnes qui sont employées dans ce secteur. Donc c'est déjà en place, c'est juste pas encore en place du tout chez nous, et il faut mettre en place cette révolution. Donc encore une fois, pourquoi pour répondre, alors désolé c'est en anglais, pour répondre à un ensemble de grands besoins, encore une fois. On va parler des algues pour nourrir les hommes, mais pas seulement, alors qui vont fournir en plus des bombes nutritionnelles, hein. C'est une superfood, c'est plein de nutriments extrêmement intéressants. L'homme, il faut savoir, au cours de son histoire, on a toujours mangé beaucoup. On a perdu ce fil il y a quelques milliers d'années justement avec l'époque méditerranéenne, qui a développé la culture de la Terre et qui a perdu ce contact intime que nous avons avec le monde de l'océan. La vie sur Terre est née dans l'océan, elle est née dans la mer. Nous venons de la mer, nous venons des océans. Il faut garder ce contact avec les océans. Sinon, on va avoir des gros soucis et on le voit déjà aujourd'hui. Donc il est temps de se reconnecter, de se relier aux océans aujourd'hui. Donc des algues pour nourrir les hommes, mais pour nourrir les animaux aussi. On a des intérêts énormes à nourrir les animaux avec des algues. D'abord parce que les algues sont extrêmement riches en protéines. Donc on va pouvoir de façon avantageuse remplacer toute l'huile de palme qui arrive d'Amérique du Sud et qui déforeste l'Amazonie en grande partie. Et puis qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on va remplacer un certain nombre de choses. Pour les animaux, comme pour les hommes, comme pour les plantes, les algues aussi, elles permettent d'être en meilleure santé. Donc elles vont permettre aux animaux de ne pas prendre d'antibiotiques, par exemple. On a des filières en France qui se passent d'antibiotiques en utilisant les caractéristiques antibactériennes et anti-inflammatoires des algues. On y reviendra, c'est intéressant aussi dans l'approche du microbiote dermique et des interactions qu'on aura avec des textiles. On va revenir là-dessus. En tout cas, les algues, elles favorisent le système immunitaire dans son ensemble. Et donc, avec les animaux, pas besoin d'antibiotiques. Et donc, on lutte contre l'antibiorésistance, qui, on le sait, est un grand problème pour demain. Les algues, elles vont aussi avoir des propriétés pour les plantes. Elles vont protéger les animaux et les plantes de la même manière. Donc, elles vont permettre de remplacer des pesticides ou des herbicides en renforçant la résistance des plantes. C'est intéressant aussi à ce niveau-là. On pourrait penser à un coton qui soit traité par des algues et qui du coup se passe de pesticides. On sait que le coton est extrêmement consommateur de pesticides. Donc un intérêt pour la culture de façon indirecte. On va le voir, les algues pour remplacer aussi les plastiques et les autres matériaux non durables, tels que le coton, tels que les fibres synthétiques. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Les algues, elles vont aussi permettre d'offrir des nouvelles solutions médicales. On va avoir un ensemble de médicaments et de traitements qui vont être fondés sur les algues. On le voit, ça arrive contre Alzheimer, contre la mucoviscidose, contre des problèmes même de vue. On a un ensemble de traitements extrêmement variés ou des problèmes de la peau qui reposent sur les algues. Elles vont surtout réparer les océans, elles vont redynamiser les écosystèmes, elles vont restaurer la biodiversité perdue. Ça, c'est très intéressant. Une algue, elle va aussi absorber beaucoup de carbone et donc lutter activement contre le réchauffement climatique. C'est la seule ressource, c'est la seule matière qui inverse le changement climatique puisque une algue, quand elle pousse, elle perd de sa biomasse, qui est du carbone séquestré, et elle la perd et sa biomasse, elle tombe au fond des océans où il n'y a pas de bactéries pour la dégrader. Donc elle refroidit activement l'atmosphère. Donc chaque fois que vous produisez un matériau en algue ou une nourriture en algue, vous contribuez à enterrer du carbone au fond des océans dans le même temps. Donc c'est intéressant, c'est une ressource qui est négative en émissions. Elle n'est pas neutre, elle est plus que neutre, elle est négative en émissions. C'est aussi une ressource qui va apporter des revenus aux populations côtières. Et ça, c'est intéressant parce que ces populations côtières sont de plus en plus nombreuses et les ressources de la pêche, dans le même temps, diminuent de manière absolument dramatique et inexorable, on le sait. Et ces ressources aujourd'hui des algues, elles bénéficient à 80% aux femmes. Donc elles sont devenues un vecteur dans les pays africains ou en Asie du Sud-Est d'autonomisation des femmes et de développement d'une meilleure égalité homme-femme. Elles permettent vraiment aux femmes de devenir indépendantes. Donc voilà, on a un ensemble de bienfaits. On pourrait parler aussi, on n'a pas parlé comme dans tout ce qui est l'alimentation animale, de la réduction des productions de méthane.
Donc il y a un potentiel lié à la production d'algues qui est absolument colossal. L'algue, encore une fois, elle est bonne pour les hommes, pour les animaux et pour la planète et pour les plantes. Donc c'est vraiment une ressource magique qui est encore complètement inexploitée. Et il faut commencer à l'exploiter, c'est le sens de mon livre, c'est pour ça qu'on l'a appelé la révolution des algues, pour vraiment développer toutes ces ressources inexplorées. Je pense qu'on a une génération qui n'a pas envie d'être la génération Covid ou la génération changement climatique, qui a besoin de solutions. C'est notre responsabilité à nous de leur offrir des solutions et de ne pas continuer à leur dire uniquement que la Terre est condamnée et qu'on va tous mourir. C'est pas un projet de société, ça. Donc voilà. Donc l'aspect positif des algues. Alors, en fait, moi, on appartient à un mouvement qui a poussé cette révolution des algues, qui est menée par donc les Nations Unies et une fondation anglaise, en partenariat avec le CNRS en France. On a fondé la première coalition des algues. Ça a fait suite à un manifeste qui s'appelle le Seaweed Manifesto. Vous pouvez regarder sur seaweedmanifesto.com si vous voulez tout savoir sur les bienfaits des algues et leur potentiel pour vraiment soulager les grands maux de la planète. Donc ça a été fait en partenariat avec un ensemble d'organisations extrêmement réputées, comme vous pouvez le voir, hein, la FAO, Nestlé, WWF, la Banque mondiale, etc. Des organisations chinoises et japonaises, évidemment. Et donc on a fondé cette coalition mondiale des algues. Donc ces algues, comment on les cultive déjà? Juste un petit point pour que vous sachiez. De deux manières. À gauche, vous avez la culture plutôt dans les pays nordiques, des grandes laminaires, des grandes algues brunes. Il faut savoir que des algues, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Les algues, c'est un ensemble extrêmement vaste d'organismes. Il y a plus de différence entre une algue verte et une algue rouge qu'il n'y a de différence entre un champignon et un éléphant au niveau génétique. On parle de choses complètement différentes. Les algues vertes et les algues rouges, elles ont 2 milliards d'années d'existence. Les algues vertes ont donné naissance aux végétaux terrestres, dont les cotonniers. Il y a 500 millions d'années, elles ont migré sur Terre à partir de 500 millions d'années. Il y a 500 millions d'années. Et donc aujourd'hui, finalement, une algue verte, elle est beaucoup plus proche d'un fraisier, d'un framboisier ou d'une plante terrestre que d'une algue rouge. Donc voilà, donc ça veut dire, donc là vous avez des algues brunes, c'est encore une autre complexité, une autre diversité génétique, et c'est important toutes ces différences parce qu'elles vont offrir des solutions, elles aussi toutes différentes, et donc des matériaux aussi avec des textures, avec des propriétés complètement différentes, qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme si on parlait de la vie sur Terre, hein. C'est même plus que quand on parle des algues, c'est même plus de biodiversité que dans les plantes. C'est vraiment parler de la vie sur Terre en termes de biodiversité et de solutions qui s'y attachent. Donc, comme si on parlait du cuir, du coton, voilà, de tout. Ça, tout. Donc, il y a une diversité qui est la même. Donc là, à droite, à gauche, encore une fois, vous avez la culture des algues brunes dans les pays nordiques, donc en Norvège, là, dans l'occurrence, c'est au Féroé. Donc, on les met sur des câbles ensemencés qu'on fait pousser. Vous voyez en haut à gauche, il y a des petites nurseries qu'on va faire pousser en laboratoire. Au début, on ensemence ces câbles, on les met dans la mer, on les laisse pousser. Une algue, elle n'a besoin de rien pour pousser, de l'eau salée, du soleil, et c'est parti. Donc voilà, donc on la met en mer. 2% des océans suffirait à nourrir 12 milliards de personnes en protéines, sans aucun besoin de protéines végétales ou animales. À droite, vous avez une culture des algues rouges, pour le coup, en Afrique. Donc là, vous voyez un peu différent. On va mettre des bâtons dans la mer. On va tirer des câbles ensemencés. C'est du bouturage. Donc on coupe une algue en 10. Il y a 10 algues qui poussent. Donc c'est très simple. Ou alors on peut faire des petits radeaux, comme vous le voyez en dessous. Mais on va avoir quelque chose qui va nécessiter très peu d'investissement. Donc encore une fois, qui est une vraie solution pour le monde de demain, pour aider les gens. Alors, voilà, ça fait un petit point sur la culture des algues. Les algues, on va parler, avant de parler des textiles, on va parler des matières synthétiques. On sait que les matières synthétiques, notamment dans le textile, c'est les plus grands contributeurs au monde de microplastiques et de pollution des océans, puisque quand vous les lavez, elles perdent un ensemble de microplastiques, de microparticules qui vont directement dans les océans et créent ces continents de plastique qui détruisent la biodiversité des océans. Alors, donc voilà, vous avez une société ici qui s'appelle Noteplat, par exemple. Il y en a une trentaine dans le monde, hein, il y en a beaucoup d'autres, et notamment en France, même si celle-là est fondée aussi par un Français, même si elle est anglaise, qui va fournir des plastiques qui se consomment, donc des bioplastiques, en fait des biopackaging, que vous pourrez manger. Donc évidemment, en haut à gauche, c'est pour montrer un peu la recyclabilité de la chose. En haut à gauche, vous aurez une bulle d'huile, donc vous êtes en montagne, vous faites un pique-nique, vous cassez la bulle d'huile, vous versez l'huile et vous mangez la bulle après. C'est complètement mangeable, comestible. Là, vous avez une bulle d'eau dans le même sens à côté, en haut à droite. Pareil, ça a fourni le marathon de Londres en 2019. Vous allez manger la bulle d'eau.
le sachet de café que vous allez faire infuser dans son ensemble, la capsule de café, elle est dégradée au moment où vous produisez le café. Ça n'a aucun goût, aucun calorie, rien. Des plastiques en bas à gauche. Donc tous ces matériaux nouveaux, c'est tout nouveau, ça a quelques années, elles vont fournir évidemment des fibres synthétiques d'intérêt pour fabriquer les baskets, les chaussures, les tongs, certains vêtements de demain. Ça nécessite un peu de transformation, on est là dans quelque chose un peu transformé, même si ça reste très naturel. Et je vous dis, on pourrait même imaginer des vêtements qu'on pourrait manger, du coup, puisque c'est compostable, biodégradable et même mangeable. Ça n'a aucun goût, aucun calorie, mais c'est voilà, c'est complètement ingérable par notre intestin. Donc là, c'est pour fournir un point de vue sur les matières synthétiques et sur les plastiques. Donc le potentiel pour remplacer les plastiques, évidemment, qui sont des polluants monstrueux pour notre société, est énorme. Et il y a un ensemble de projets assez incroyables qui se met en place sur ce sujet-là. Pour ce qui est des fibres et des vêtements, on y arrive. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un point de vue, c'est un problème essentiel. On a une spécialiste qui s'appelle Violaine Buet, qui est en Bretagne, qui est à Rennes, qui est absolument fantastique, qui traite les algues de manière que je connais bien et qui traite les algues de manière extrêmement naturelle et qui est une artiste hein, de la transformation d'algues en matériaux pour le textile. Donc vous avez deux exemples à gauche, vous avez son atelier ici. On va parler de matériaux qui vont être très respirants, qui vont être absolument sans odeur, qui vont être au niveau anti-inflammatoire. Les algues, elles conservent ces propriétés anti-inflammatoires. Donc quand vous mettez ces matériaux, ils vont créer des échanges, des interactions avec votre peau, des interactions positives. Les premiers vêtements en algues qui coûtaient très cher, des t-shirts pour les coureurs en fait, qui avaient des problèmes d'inflammation à force de frottement. Et donc en fait, on avait des t-shirts à 200 €, mais qui ne généraient aucune inflammation avec la peau, puisqu'elles sont de nature anti-inflammatoire. Alors, la façon dont Violaine traite ces algues fait qu'elle traite peu ces algues, elles sont très naturelles, fait qu'on ne peut pas les laver non plus, ces vêtements ou ces tissus, qu'elle mélange parfois avec du lin ou avec d'autres matières naturelles. Alors, ça implique aussi dans ce cas-là une autre relation aux vêtements, et c'est un territoire d'exploration intéressant. Ces algues, elles sont aussi antibactériennes, antifongiques, naturellement. Donc, de toute façon, elles vont absorber très peu de pathogènes, très peu de choses. Elles vont être encore une fois anti-odeur, anti-inflammatoires. Donc, on pourra les mettre plusieurs fois sans les laver, ça ne va pas être un problème. Après, elles vont évidemment se décomposer. Donc, ça implique une relation au matériau qui est complètement différente à celle qu'on a aujourd'hui. On n'est pas dans un vêtement qu'on pourra léguer à ses enfants. On est dans quelque chose qui est de courte durée, mais qui est, encore une fois, positif pour l'environnement, tant dans sa phase de croissance que dans sa phase de recyclage, puisque ça va fournir un amendement, ça va enrichir les sols une fois que vous allez laisser se dégrader dans votre jardin ou ailleurs. Donc vous êtes vraiment dans une logique complètement différente par rapport à la logique extractive et très conservatrice finalement qu'on a aujourd'hui. On est dans une logique de circularité ici. Un vêtement, ça fait partie d'un ensemble, d'un cercle qui se régénère et qui reproduit le cercle et qui contribue à la vie sur Terre. Donc voilà, donc ça c'est le travail de Violaine. On a encore deux petits exemples, voilà, des petits exemples ici que vous voyez de ce qu'elle fait. Donc encore une fois, elle est à Rennes, je vous invite, vous avez son contact là-haut, n'hésitez pas. Elle est très demandée parce que ce qu'elle fait est incroyablement beau, mais et bien. Et surtout précurseur, c'est vraiment une des premières, une des seules à faire ça. Donc voilà, transformer les algues dans quelque chose qui soit vraiment positif pour la planète, pour la peau, et qui dessine une nouvelle industrie. Alors on a des approches très différentes. On a beaucoup d'approches sur les textiles à base d'algues. On va avoir une approche beaucoup plus naturelle. Une connaissance qui est une designer indienne, Runa Ray, qui va, elle, traiter l'algue de façon, alors là, on est plus dans la couture, hein, on n'est pas, enfin, c'est pas ça que vous allez mettre tous les jours, évidemment, mais elle traite l'algue de façon naturelle, sans aucun traitement, elle essaie de faire des vêtements en algues, vraiment, c'est plus une approche sans doute artistique, je vous laisse juge, mais voilà, il y a cette approche aussi extrêmement proche du matériau, avec des robes qui sont faites, je vous ai mis les liens là-haut, hein, vous avez tous les liens, et vous aurez la présentation pour pouvoir vous y approfondir le sujet. On a aussi un ensemble de startups hein, qui travaillent sur ce sujet-là. Alors, on a encore une fois, on va réussir à obtenir des fibres qui vont pas être très loin du coton ou qui, mélangées avec du coton, vont avoir un intérêt de réduire l'utilisation du coton et aussi d'améliorer les interactions, encore une fois, avec la peau et de créer des échanges de composés actifs qui vont être bénéfiques à notre peau.
Vous avez ici Sicel, par exemple, qui est une société allemande qui fabrique des tissus à base d'algues qui se mélangent avec avec de la cellulose et qui permettent d'avoir des choses qui sont vraiment proches de ce qu'on connaît, tout en ayant, encore une fois, une approche plus durable et un matériau bénéfique pour la peau. Vous avez Algiknit en haut, qui est une société américaine qui a levé beaucoup de fonds, qui permet aussi de se rapprocher de quelque chose de façon naturelle, d'un matériau assez intéressant. Ils sont bien vus aussi. Vous avez en bas, on ne voit pas en bas à droite, ce que je vous cache, je pense, l'objet, mais c'est un tampon périodique à base d'algues. On est loin de la mode, mais juste pour vous parler du tissu, en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est une société allemande qui a lancé ça, c'est de fournir une solution complètement saine. Déjà, on parle d'un produit qui va passer au cours de la vie d'une femme 7 ans dans la partie la plus absorbante du corps et qui est en général rempli de pesticides. Et les consommatrices ont une grande demande de transparence par rapport aux composés qui composent, qui fournissent les matières au tampon périodique. Et une algue aujourd'hui, on pourrait faire un produit qui soit très sensiblement identique, qui soit complètement sans aucun pesticide, sans aucune matière chimique, et qui soit recyclable et compostable, etc. Donc voilà, un ensemble d'innovations qui est très vaste. On va parler des baskets aussi, comme on l'avait vu. On a des tongs faites en algues, on a les marées d'algues, des sargasses en Caraïbes. Les marées d'algues, c'est des phénomènes, encore une fois, sauvages. Hein. Donc à partir du moment où on domestique les algues, on n'a plus de marées d'algues. C'est valable pour les algues vertes aussi. C'est un petit sujet juste en passant. Mais en tout cas, on a des marées d'algues de sargasses aux Caraïbes qui permettent de fabriquer des tongs et des chaussures aux plus démunis. De façon extrêmement intéressante. Donc on a vraiment un ensemble de solutions à partir de là. Et je dirais que le message, c'est de vous dire, bah, allez-y. Hein, ce nouveau territoire d'innovation, il est là. Il faut vous en emparer, il faut apprendre à le connaître, comme le fait Violaine, comme le fait Runa, comme le fait tous ces pionniers ici, ces révolutionnaires qui vraiment essaient de s'emparer de cette matière, de cette ressource, pour développer quelque chose de nouveau et d'innovant, et qui soit bon pour le corps et pour la planète, et qui ait une approche vraiment One Health comme ça. Donc encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir pu être avec vous ce soir. Je vous laisse mes coordonnées si vous voulez me contacter ou me poser des questions directement. J'ai le livre a un site Instagram, j'ai un site Twitter. N'hésitez pas à me contacter.